Voyons tout de suite l'ardoise du sommaire de notre émission de ce soir. Nos mémoires du zinc seront consacrées à Stomy Bugsy pour son dernier album, Rimes passionnelles. Dans Décalage, Monseigneur Di Falco nous parlera du film de Jean-Pierre Melville, Léon Morin-Prêtre avec Jean-Paul Belmondo. Didier Bezas, dans notre séquence ping-pong, répondra à une critique de Gilles Costaz à propos de Mai, le spectacle dont il assure la mise en scène au théâtre de la commune d'Aubervilliers. Massimo Gargia nous dira sa passion pour Greta Garbo, tandis que Patrick Poivre d'Arvor nous livrera son journal intime. Enfin, notre performance sera assurée par Charlotte de Turckheim. Voilà, maintenant que vous connaissez le menu de notre émission, rejoignons Stomy Bugsy pour ses mémoires du zinc. Ce soir, pour nos mémoires du zinc, je reçois Stomy Bugsy pour son dernier album, Rimes passionnelles. Stomy Bugsy, bonsoir. Salut. Alors, quand je regarde cet album, j'ai tout de suite envie de vous demander la signification de ce tatouage que vous avez, qui est votre tatouage. Alors, ouais, il y en a plusieurs. Là, c'est mon fils, Bilal. Maintenant, il a 14 ans. Il a changé tout. Il a 14 ans, là, il est plus grand, oui. Je l'ai eu à 20 ans. Ouais. Donc, j'étais encore un jeune lascar. Après, ça, c'est l'islam, parce que l'islam m'a beaucoup aidé dans ma vie, m'a donné beaucoup de force. La religion catholique ou chrétienne, parce que j'adore prier dans les églises et que ma famille vient de là. Et l'étoile de David, c'est parce que à Sarcelles, j'ai grandi aussi avec beaucoup de feuilles, et c'est mes amis aussi. Voilà, justice divine, parce que je crois en Dieu. Amer, pour ministère amer. Ouais. Le vrai ministère amer, avec Passy. Oui, avec Voilà. c'est le pote, Passy, c'est le frère. Passy, c'est mon frère. Ouais. Et voilà, là, il y a secte Abdoulaye. C'est pour mon pote Lakim qui est mort et qui était membre de la secte Abdoulaye. La secte Abdoulaye, c'est le quartier, c'est un quartier à Sarcelles qui s'appelle comme ça. Voilà, et là, mon tatouage gangster d'amour, parce qu'à un moment, je me la racontais beaucoup. Alors, quand vous avez levé votre t-shirt, on sent l'ancien boxeur. Hein. Un petit peu. Un petit peu. J'ai vu de baisser. Oui, parce que c'est pas le poids de forme, là, c'est pas le poids de forme en ce moment. Non, pas encore. Alors, pour Rimes passionnelles, vous dites vous-même, c'est peut-être un de vos disques les plus personnels. C'est mon disque le plus personnel parce que, après qu'il y a de plus Ministère personnel amer, déjà, j'ai quitté Sony Music. Ouais. Donc je suis indépendant, je suis libre de faire ce que je veux. C'est vraiment des rimes qui viennent du cœur. Et ça veut dire que là, il n'y a personne pour me dire quoi faire. Souvent, quand vous travaillez en maison de disque, des gens qui arrivent dans les studios, ils viennent et vous disent « Allez, tu devrais me mettre un petit piano là, ou un petit synthé, ou ceci ou cela. » Là, non. Je l'ai fait comme je le sentais. Il n'y a aucune censure. Alors, on va regarder le clip correspondant à l'album et le titre, normal. On écoute. Indéboulonnable, comme cette garce de Tour Eiffel qui me regarde de haut et me dit Stomy, sois fidèle. Mon destin est clandestin, je me fie pas aux cartes. Un keuf peut tendre la main et un frère peut t'abattre ou vice versa. Avec un vice versa, péripatéticienne, informaticienne. En boîte, ça sent pas la cocotte, mais le coyote, la révolte, boy, tu peux pas boycott. La critique unanime, rapporterait mon fils légitime petit, je n'ai pas peur du noir. Les disques d'or, c'est comme les hémorroïdes, n'importe quel trou du cul peut en avoir. Procureur dans le corps, normal. Flirt avec le meurtre, normal. Arme blanche, arme à feu, normal. Colonisé par l'Elysée, anormal. Guette le Brix passé, normal. Diplôme en prison, normal. Putain d'évasion, normal. Mandat de perquisition, anormal. Alors, c'est quoi ce titre? Qu'est-ce qu'il a de singulier? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Je dénonce tout le bien et tout le mal. En fait, moi, dans cet album, je m'amuse beaucoup. Il y a pas mal de provocations, il y a pas mal de jeux de mots, beaucoup de poésie sombre. C'est-à-dire que le rap devient plus mature, c'est ça que ça veut dire? Plus mature et plus réel. C'est le rap qui revient à sa base. Ouais. Moi, à la base, je viens de là. Je viens du rap très hardcore. Je viens du rap très dur avec Ministère amer. Bien sûr. Et cet album-là, je l'ai fait vraiment pour, comme on dit, les chiens de la casse. Ouais. Tu vois, pour les purs et durs. Maintenant, qu'ils marchent ou qu'ils marchent pas, c'est pas grave. Au moins, je l'ai fait pour eux. Ils savent que cet album-là, il a été fait pour eux. On va en venir à nos mémoires de zinc à travers donc, les rubriques qui le composent. Le punching ball, voilà, bon, bah, ça, c'est un objet que vous connaissez bien dans les salles d'entraînement. Hein, puis il y a l'autre là-haut, hein, on n'a pas celui-là, voilà. Donc, l'occasion pour notre invité de traiter
un sujet sur lequel il a envie de revenir. Qu'est-ce que vous avez choisi comme sujet d'actualité? Je pense qu'il y a le prêtre qui a été il y a le prêtre qui a été démis de ses fonctions. Il n'a plus le droit de... Parce qu'il vivait en concubinage. Voilà. Je pense que sincèrement, comme tu l'as vu sur mon bras, je respecte toutes les religions. Père Laclos? Ouais, le Père Laclos. Et je pense que c'est une profonde et sincère hypocrisie de la part de la religion catholique ou chrétienne d'interdire les prêtres de se marier, enfin ceux qui veulent se marier. Je ne vois pas pourquoi on les empêcherait. Alors qu'il faut savoir qu'il y a très longtemps, les prêtres avaient le droit de se marier. Mais sauf que certains prêtres, quand ils se mariaient, à leur mort, dans leur testament, ils léguaient l'église à leurs enfants. Et après, les enfants ils faisaient n'importe quoi avec les terrains. Donc, le Vatican a dit, oh, on va stopper ça. Et maintenant, les prêtres interdits de se marier. Donc, à la base, c'est même pas quelque chose de religion, c'est un truc de business. Et je pense que si un prêtre a envie de se marier, pour moi, je trouve ça plus sain. Dans la religion musulmane ou dans la religion juive, ceux qui disent les prières ont le droit de se marier. Mais on voit qu'avec l'élection du nouveau pape, Benoît XVI, on ne va pas vers la libéralisation de ce type de rapport-là dans l'Église. Oui, déjà il a fait quelques bourdes, je pense qu'il n'est pas très très doué. Il est allé en Amérique du Sud et ça ne s'est pas très bien passé. Ouais, je pense qu'après le pape qu'on a eu, après Jean-Paul II, ça va être très très dur pour lui. Bon, on va espérer en tout cas qu'en ce qui concerne le Père Laclos, puisqu'il y a quand même un grand mouvement de soutien, ça a été assez extraordinaire de voir le soutien que ce père et sa compagne ont reçu. C'est pour ça que j'ai voulu me prononcer là-dessus. Ouais. Et tous les gens du village, d'ailleurs tous les gens du village ont été avec lui. Absolument. Donc ça veut dire qu'il y a bien une demande de ce côté-là. Mais est-ce que l'Église entendra? Ça, en tout cas, c'est autre chose. Le ping-pong. Alors le ping-pong, petite balle de ping-pong, pour matérialiser une séquence dans laquelle elle n'est pas agréable cette séquence, puisqu'on ressort des vieilles archives avec des articles. Allez, j'en lis un petit comme ça, quoi, pour la route. Alors, Gomez et Tavares, donc un film dans lequel vous jouez un policier. Après le poulet, réputé pour sa pseudo-intégrité, vit dans une villa de Scarlett O'Hara, conduit un bolide dont le prix doit avoisiner la dette extérieure du Mexique. Ni futé, ni discret, le garçon. Déjà qu'on n'avait pas gobé l'histoire de la sardine qui avait bouché le port de Marseille, alors là, vous pensez. Voilà. Bon, alors comment vous recevez les critiques comme ça en général? Pour moi, il n'y a pas de mauvaise publicité. À partir du moment où on parle de toi, ça roule. C'est-à-dire que tu es encore là. Mais non, c'est un avis. Après, étant donné que le film il a fait 1 million d'entrées et qu'il a très bien marché en DVD et qu'on a eu plein de félicitations. Et le 2 arrive. Le 2 il arrive, Gomez contre Tavares, les gens ils ont adoré. Donc ça va, une critique sur un papier, c'est juste une personne qui donne son avis et qui l'envoie. Mais après, moi je respecte. Et est-ce que par contre, sur vos albums, est-ce que les critiques, vous êtes plus sensibles à ce qui est dit sur votre musique ou au contraire sur votre travail d'acteur? Personne n'est insensible à ça. Quand on parle de ton travail, des fois, la plupart du temps, les gens n'attaquent même pas ton travail, ils t'attaquent toi personnellement. Donc, mais aussi bien les compliments. C'est vrai que les compliments, ça fait toujours plaisir, mais faut pas trop calculer ni les critiques ni les compliments. Ouais. Parce que sinon, tu restes sur ça et les gens ont tendance, en France aussi, à vouloir te freiner. Donc, je pense qu'il faut faire son truc et faut le faire avec le maximum de sincérité possible. Ouais. Et c'est tout. Sinon, une critique peut te scier les gens. Bien sûr. Ouais. Passion d'auteur. Alors, passion d'auteur, l'occasion pour notre invité de nous parler de quelqu'un qu'il aime. Alors, passion d'auteur. Pour moi, un des auteurs qui m'a le plus bouleversé, qui a fait de moi ce que je suis aussi un petit peu, c'est le célèbre Malik El-Shabazz, Malcolm X. Ouais. Donc, Malcolm X, son autobiographie, par Alex Haley. Et vous vous souvenez quand est-ce que vous l'avez découvert, Malcolm X? Je l'ai découvert quand je devais avoir 15 ans. Je devais avoir 15 ans, j'ai commencé par d'abord Le Pouvoir Noir, ses écrits, et après l'autobiographie de Alex Haley. Et c'est vrai que cet homme-là m'a donné, il nous a donné
beaucoup de courage. D'une, c'était un grand militant. Deux, qui n'avaient pas peur de mourir. Et entre Martin Luther King et Malcolm X, est-ce que vous avez hésité? Est-ce que vous les opposez ou vous dites que c'est deux versants de la même lutte? Pour moi, c'est deux versions de la même lutte. C'est le même message. D'ailleurs, chez moi, j'ai une photo où Malcolm X et Martin Luther King se serrent la main. Ouais. Mais c'est vrai que sans Malcolm X, il n'y aurait pas eu de Martin Luther King et vice-versa. L'un a besoin de l'autre. Journal intime. Alors, où vous aimeriez nous emmener pour ce moment, comme son nom l'indique, un petit peu intime. Alors, c'est un de mes souvenirs, c'est ça? Oui. Un des moments les plus durs de mon enfance. C'est moi qui vais... Ok. Un des moments les plus durs de mon enfance, quand j'étais en maternelle, j'étais presque un petit génie. Et le jour où on m'a basculé au CP, la maternelle, la directrice de la maternelle, elle est venue voir mon prof au CP. Elle a dit « Ouais, le petit Gilles Duhart, il faut bien le suivre, c'est un enfant très intelligent, très éveillé. » Et là, le professeur, qui s'appelait M. Ripoli, il a pris la haine contre moi. Ah oui. Et il m'a foutu au fond de la classe. Donc, premier jour de CP, au fond de la classe. Et pourquoi? Il y a une raison? Il faudrait lui demander. Mais c'est à partir de ce jour-là que je pense que j'ai été un affranchi, j'ai été un exclu, un hors-la-loi, un repoussé de la société. Et à partir de là, je me suis construit au fond de la classe. Et jamais eu envie de dire à cet homme, de revenir dire à cet homme que ce qu'il avait commis comme erreur ou ce qu'il avait commis tout simplement? Si, je l'ai cherché, mais il est parti de Sarcelles. Ouais. Il est parti du lycée Jean Massé. Ouais. Et qu'est-ce que vous lui auriez dit si vous l'aviez trouvé? C'est même pas à lui que je vais m'adresser, parce que je pense qu'il a arrêté depuis longtemps. C'est plus aux professeurs qui sont là, en place maintenant. Les enfants sont les hommes de demain. Et quand vous voyez un petit qui ressemble pas aux autres, qui est un petit peu peut-être turbulent ou plus élevé que les autres ou pas comme les autres, il y a toujours du bon à prendre chez n'importe quel enfant. Message noté. J'espère que l'intéressé à écouter, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, on est arrivé au terme de ces Mémoires du Zinc. On parlait avec Stomy Bugsy à l'occasion de la sortie de son dernier album Rimes passionnelles. Stomy, je voudrais vous faire un petit cadeau avant que l'on se sépare. Oh, c'est un cadeau bien classique, mais voilà. Oh, c'est gentil. Voilà. Donc la box. Moi aussi, je vais te faire un cadeau. C'est le livre d'un ami qui s'appelle Lofty Bellage, Trop français ou français de trop. La France, je la critique, pas question que je la quitte. Et c'est un abécédaire incendiaire. Il y a vraiment plein de... Vous avez noté un des mots que vous aimeriez vite fait, je vais t'en citer une. Alors, on va I comme intégration. Les flics n'en reviennent pas qu'on soit français. À tel point, les pauvres qui sont obligés de nous contrôler 4 fois par jour pour le vérifier. Il y a plein de petites phrases comme ça, mais c'est un livre d'un homme très intelligent et très pertinent. Voilà. Bah, merci. Ouais, il a fallu que j'attende 55 émissions pour avoir un cadeau. Merci beaucoup. Voilà, merci. À bientôt. Merci. Ciao. Dans notre séquence décalage, Monseigneur Jean-Michel Di Falco nous parle de Léon Morin prêtre. Monseigneur Di Falco est une voix. Il a longtemps été celle de l'Église française, à la radio comme chroniqueur religieux ou bien en tant que porte-parole de la Conférence des évêques. Pourtant, cette voix a trouvé la sienne tardivement. C'est seulement après un CAP de fraiseur qu'il intègre le séminaire des vocations tardives. Il nous parle de Léon Morin prêtre, le film réalisé par Jean-Pierre Melville avec Jean-Paul Belmondo et Emmanuel Riva, qui sort en vidéo chez Universal Music. L'histoire dans un petit village pendant l'occupation d'une conversion. Celle d'une jeune veuve aux convictions marxistes, séduite par les paroles d'un jeune prêtre, mais surtout par l'homme. Monseigneur Di Falco s'interroge sur la nature exacte de cette conversion, tout en reconnaissant que quand il était jeune prêtre, il ne laissait pas les femmes insensibles. Je sais que c'est pas drôle de reconnaître ses fautes devant son prochain. Drôle ou pas, la question ne se pose pas puisque je ne crois pas en Dieu. En êtes-vous sûr?
Vous ne priez jamais? Seulement quand je ne peux pas m'en empêcher. Donc, Léon Morin, prêtre, un film de Jean-Pierre Melville, 1961, avec Jean-Paul Belmondo et Emmanuel Riva. Donc, c'est l'histoire finalement de la rencontre entre une jeune femme plutôt provocatrice et puis un jeune prêtre. Il y en a que les dorures ne scandalisent pas. Ça me scandalise autant vous. Faudrait mettre le feu à tout ce bazar. Vous dites ça et vous êtes prêtre? Oui? Vous pensiez que les prêtres aimaient les bandieuseries? Et puis il y a déjà un lien sans doute qui va se créer entre eux, puisque à partir des questions qu'elle va poser, elle regarde un peu la bibliothèque, et puis là il va lui donner des livres qui vont lui permettre bien de trouver des réponses aux questions qu'elle se pose. Toujours sur le ton de la provocation, puisqu'elle essaie toujours de le titiller au niveau de la foi et de le provoquer. Vous vous rappelez le CNV dont a parlé notre Seigneur? Votre Seigneur. Autant à vous qu'à moi. Non, si je refuse. Vous pouvez refuser que la Terre tourne, je crois pas que ça changera grand-chose. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il lui fait pas de cadeau. Peut-être que c'est ce qui lui fait plaisir. Ça vous dérangerait pas de vous presser un peu? Vous avez pu marcher à présent. Il réagit assez brutalement à toutes les questions qu'elle pose, à toutes les remarques qu'elle fait. Il est beau. Maintenant qu'Arlette l'avait dit, je m'aperçus effectivement que Morin était beau. Et à partir de ces lectures, va s'établir un dialogue, et puis progressivement une relation plus amicale, à tel point que elle va venir le trouver un jour pour lui dire qu'elle pense qu'elle s'est convertie et que donc elle a découvert le Christ. Je me convertis, je suis à vos ordres. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien. Je vais devenir ou redevenir catholique. Pourquoi? Je suis acculée, je me rends. Vous êtes peut-être un peu trop fatigué ou sous-alimenté ces temps-ci. Non, je ne suis pas fatiguée. Et on vient de toucher les pommes de terre. Pourquoi vous voulez vous convertir? Et c'est vrai que cette femme vit aussi de grande solitude avec sa petite fille, et à une époque où la plupart des hommes sont partis. Vous manquez un mari. Tant pis. Je me fais l'amour avec un bout de bois. Pourriez vous faire mal. Je suis pas douillette. Quand il y a des blancs dans la conversation, monsieur l'abbé, c'est quand vous laissez le temps au Saint-Esprit de vous souffler la répartie? Mais la question qu'on peut se poser durant tout le film, c'est de savoir si elle adhère à tout ça par amour pour le prêtre ou parce qu'elle découvre véritablement la foi. Tu trouves qu'il faut sacrifier la vie des siens, même si ça sert à rien? Ceux qu'on embarque sont autant les tiens que les autres. Des youpins? Alors tu penses? Justement, notre Seigneur est un youpin. Oui, en effet, il est important de préciser que tout ça se passe pendant l'occupation. D'abord l'occupation italienne, ensuite l'occupation allemande. Mais c'est vrai que dans une conversation aussi avec le prêtre, on rappelle que le Christ est juif, ce qui peut être encore valable aujourd'hui de le rappeler parfois. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment Jésus est mort abandonné de Dieu. Qu'est-ce que vous dites? Bien oui, cette phrase effrayante qu'il a dite avant de mourir. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Pas du tout. Jésus étant juif, mort étant juif, et réciter le psaume 22 qui est une prière juive. Que Jéhovah soit Dieu le Père, je dois y penser pour ne pas l'oublier, c'est absurde. Vous n'êtes pas la seule. Ce n'est pas par hasard que Jésus a choisi le psaume 22. Il l'a choisi parce qu'il s'accorde spécialement à lui. On apprend que sans doute il est proche de la résistance, puisqu'il va cacher des juifs, puisqu'il va permettre à des résistants de se cacher aussi, de s'enfuir. Il y a notamment le passage donc, du baptême et des certificats de baptême des enfants juifs, qui montrent eh bien que, contrairement à ce que certains auraient tendance à dire parfois, l'Église est venue en aide à de nombreux juifs, soit en les cachant, soit en faisant de faux certificats. Et on le montre dans ce film. J'ai passionnément désiré que cet homme vînt dans cette chambre. L'y voici. Non parjure et complice comme je le voulais, mais beau de piété. Moi, je suis devenu prêtre, j'avais 27 ans. Quand vous êtes jeune prêtre, vous côtoyez et vous êtes environné. Et j'étais dans l'enseignement, donc j'avais des mères d'élèves qui venaient dans mon école. C'est évident que je me suis bien rendu compte que je ne laissais pas toujours indifférente. Mais bon, le tout, c'est
que les choses soient claires. Et puis voilà, oui, la notion de péché a évolué dans la mesure où d'abord, on le sait, les gens se confessent quand même beaucoup moins que dans le passé. Trop souvent, ça a tourné autour de choses qui n'étaient pas d'une gravité exceptionnelle. Vos mains sont toujours pures, n'est-ce pas? Non. Non, mon père. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas avoir pour lui le plus grand respect. Les questions de sexualité dans la confession, évidemment, viennent. On accuse l'Église de s'opposer au préservatif. Si on peut vivre l'idéal de la fidélité dans le mariage, bon, c'est ce qui est souhaitable, en tout cas, c'est ce qu'on demande à un chrétien. Si vous n'étiez pas prêtre, me prendriez-vous pour femme? Une main, d'un seul geste, m'avait tout donné et retiré. Mais à partir du moment où on mène une vie à risque, eh bien, on ne doit être ni criminel, ni suicidaire et utiliser le préservatif. C'est ça la position de l'Église. Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Didier Bezas qui va répondre à une critique de Gilles Costas des Échos à propos de la pièce Mai, qui le met en scène au théâtre de la commune d'Aubervilliers. Alors, on parlera du détail de la distribution, de l'adaptation. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter. Acteur, metteur en scène, si vous français, voulez, oui. double Molière avec la version de Browning en 2005. Vous en avez eu un avant, m'avez-vous dit, vous essayez vous-même de vous en souvenir tellement c'était loin. Non, oui. Non, je me souviens du spectacle pour lequel je l'ai obtenu. C'était l'adaptation d'un livre de Garnett qui s'appelle La femme changeait en renard. C'est un très beau livre. Et c'est un spectacle qui a eu beaucoup de succès et qui a obtenu un Molière. Alors, voyons de quoi il s'agit en ce qui concerne Mai, donc, qui, il faut le signaler, s'inscrit dans le cycle Mère de la saison 2006-2007 du théâtre de la commune d'Aubervilliers. Alors, mais on pourrait dire que c'est une vieille dame de 70 ans qui est comme sauvée par un baiser. C'est vrai que c'est une bonne manière de résumer le spectacle et l'histoire. Oui, c'est une dame qui devient brutalement et sans s'y attendre vraiment veuve et qui à partir de là, effectivement, flotte un peu et s'aperçoit qu'elle n'a pas de place dans le monde. Elle n'a pas de place auprès de sa famille, elle n'a pas de place dans la société parce qu'elle est une femme sans histoire, qui a vécu près de son mari, qui a élevé ses enfants, voilà. Et donc, par hasard, elle rencontre un homme qui l'écoute alors que les autres ne l'écoutent pas. Et elle a soudainement, sans même s'en rendre compte, l'envie de l'embrasser. Et ce baiser, finalement, est le point de départ d'un lent voyage vers elle-même, vers la reconnaissance d'elle-même en tant qu'être de chair, en tant que femme qui a des désirs, une sexualité, et puis aussi en tant que femme tout court qui a des projets. Voilà. Didier Bezas, je vous propose de voir le début de ce chemin, c'est-à-dire l'extrait où justement on voit ce baiser. Oh là là, j'ai la tête qui tourne, j'ai pas l'habitude de boire comme ça. Désolée, je sais pas ce qui m'a pris, excusez-moi. C'est pas grave. Vous avez trébuché. Alors, vous allez maintenant être confronté à la critique de Gilles Costas des Échos, quand vous voulez. Bien, alors. Didier Bezas, je ne retrouve pas tout à fait le Didier Bezas que j'aime dans Mai que vous venez de monter. Et d'abord parce que vous donnez une adaptation, vous signez une adaptation, et je ne vois pas en quoi vous adaptez vraiment ce scénario. Finalement, on a l'impression que le scénario arrive de façon brute, et on aimerait qu'au théâtre, l'adaptation soit plus resserrée, qu'elle ne soit pas telle que vous la donnez, comme ça, en éclat de scène qui se suit de façon assez hachée. Et puis, j'ai surtout un problème avec le langage que vous déployez, qui me paraît être en contradiction.
Alors, l'adaptation et le Alors langage. oui, mon cher Gilles, je ne suis pas d'accord avec vous. Il est bien évident que l'adaptation du scénario, c'est un scénario de cinéma, effectivement, cette histoire, a demandé un gros travail théâtral et que nous ne sommes pas devant la transposition brutale du scénario sur scène, mais nous sommes devant une œuvre théâtrale avec sa logique théâtrale, son vocabulaire théâtral, son esthétique, qui fait que d'une certaine façon, d'ailleurs, on ne raconte pas tout à fait la même histoire que le scénario. Alors, le scénariste avait écrit My Beautiful Laudrette. Absolument, oui. Qureshi est un grand romancier d'une part et un scénariste expérimenté. Il est venu d'ailleurs voir le spectacle il y a très peu de temps et il m'a envoyé un fax où il me parle de révélation. Non pas qu'il n'ait pas aimé le film est très beau. Hein. Le film s'appelle The Mother, c'est un très très beau film de Roger Mitchell. Mais le théâtre lui a révélé quelque chose de ce qu'il voulait raconter que le théâtre seul peut faire, parce que les gens sont en chair et en os sur le plateau et qu'on fabrique du présent. Alors, j'écoute la suite. Ah oui, bien sûr, vous appuyez quand vous voulez. Mon cher Gilles, je vais vous redonner la parole. Vous avez beaucoup de séquences avec des appareils qui interviennent, enfin des caches comme ça, qui essayent de trouver au théâtre le langage du cinéma. Et il me semble que cet appareil... Oui, là, je suis obligé d'intervenir. Oui, non, il faut. C'est une très très grosse erreur, mon cher Gilles. Non, on ne retrouve pas le langage du cinéma, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire un seul instant, quand on sort de ce spectacle, qu'on a vu du cinéma. On a vu du théâtre et les mouvements chorégraphiés de ce que Gilles Costaz appelle cache, qui sont, oui, des formes d'obturateurs d'une certaine façon et qui recadrent l'image. Mais au théâtre, on cadre l'image aussi. Hein, je veux dire, c'est pas une science que du cinéma, le cadrage, c'est aussi une science du théâtre. Eh bien, la mouvance de ces cadres, ça fabrique un langage de théâtre auquel les gens sont très sensibles. C'est donc une critique très erronée. Appareillage compliqué, astucieux, ingénieux, au lieu de donner du rythme, enfin, ralentit au contraire la soirée. Alors, là, il y a évidemment une confusion gênante de la part de Gilles Costaz, puisque ce n'est pas être dérythmé qu'être lent. La lenteur est un objectif qu'on a recherché. Pourquoi ? Parce que je crois que la vitesse au théâtre n'est pas la même qu'au cinéma. Et je pense qu'une des qualités du théâtre, c'est d'être un très bel outil de résistance par rapport à cette vitesse qu'on essaye de nous imposer. Ne pas prendre le temps de regarder, ne pas prendre le temps d'écouter, avoir des effets qui vont très vite, avoir des sons qui sont très forts. Hein. C'est tout ce que le cinéma de spectacle fait et que nous n'avons pas à faire au théâtre. Voilà. La pièce, vous la rattrapez bien, et par moments vous la rattrapez pas. Mais là, il me semble que vous êtes un peu loin de vous-même et que votre propre style, ce n'est pas ça. Alors les comédiens sont très bien, mais justement... C'est-à-dire que Gilles Costaz a la gentillesse de parler de mon style. Moi, je l'ignore, mon style, je ne sais pas. J'ai toujours l'impression, quand j'entreprends un travail, d'abord d'être amoureux de l'auteur que j'ai rencontré. C'est-à-dire que l'histoire que je rencontre et que j'ai envie de partager, c'est une histoire dont je suis amoureux. Et est-ce que ça fabrique un style ? En tous les cas, c'est à chaque fois une expérience unique. Sans doute que depuis, je sais pas... quelques années que je fais de la mise en scène, j'ai quand même monté beaucoup de spectacles, il doit se dégager comme ça des constantes, et je suis d'ailleurs très heureux, mon cher Gilles, que vous appréciez ce style, même si là, vous avez l'air de le trouver en défaut par rapport à ce que vous faites. C'est-à-dire que la contrepartie, c'est qu'on demande à Didier Bezas de refaire du Didier Bezas. C'est voilà, ça. Et ben oui, et je dirais que l'expérience de plateau, c'est une expérience qui vous déplace un peu. C'est là aussi on sent la différence, c'est-à-dire qu'il y a parce que le personnage de la mère suffit à lui-même, et finalement les autres personnages, malgré toute cette agitation dont je parlais, c'est un peu des fantoches, quoi. Ils courent, ils sont là, ils sont bien, mais il ne s'agit pas d'être bien, il s'agit d'être bouleversant, d'être étonnant. Oui, Didier Bezas, on vous doit beaucoup. Alors mon cher Gilles, non, ils sont plus que bien, ils sont effectivement bouleversants et étonnants, et je trouve extrêmement touchant, moi, ces personnages que sont celui du fils, celui de la fille, qui se débattent dans des problèmes et qui ne voient pas que leur mère, eh bien, ils pourraient compter sur elle, ils pourraient l'apprivoiser, ils pourraient la découvrir, et ils ne le font pas. Et c'est elle qui est une découvreuse, finalement. Donc c'est très important, il n'y a pas de personnage secondaire, d'une certaine façon. C'est vrai que j'ai voulu que le spectacle soit d'abord un regard sur elle, mais le regard sur elle nous permet de les regarder, eux, et de les découvrir avec étonnement, et de se dire, mais si on est comme ça, c'est très grave, quoi. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas encore une inquiétude supplémentaire ? Et si notre société devenait comme ça ? Parce qu'on est peut-être à cet endroit-là. Oui, ça c'est une question que vous posez. J'ai peur, si j'y réponds, d'être très
très polémique, si vous voulez. C'est vrai que la société libérale anglaise de maintenant pourrait être très facilement la société libérale française de demain ou de cet après-midi, enfin de très bientôt. Voilà. Ça peut inquiéter. Voilà. Alors, je vous redonne. Mon cher Gilles, je vous laisse. Il est très solennel, là, donc il m'impressionne un peu. Enfin, quand même, je vais les. Voilà. Très bon spectacle. Et donc, celui-là, je ne le mets pas au même niveau que les autres. Je crois que l'ambition est aussi grande. En revanche, le résultat me paraît moins intéressant. Et donc, j'espère qu'après cela, vous allez revenir à votre vrai style, qui est vraiment la façon de mettre une loupe sur une situation limitée, mais à partir de laquelle vous faites apparaître le monde entier. Et là, il me semble qu'au contraire, la loupe, elle est mise à l'envers. Alors, quand on met une loupe à l'envers, qu'est-ce qui se passe? On voit de beaucoup plus loin. Oui, c'est ça, on rapetisse. Bon, alors, je ne sais pas si je reviendrai à mon style. J'espère que je retrouverai bientôt, quand il reviendra, le style de Gilles Costaz, qui est une attention plus grande au théâtre que je fais. Donc on parlait de mai, théâtre de la commune d'Aubervilliers. Alors j'ai oublié de préciser que le spectacle se jouait jusqu'au 3 juin. Voilà, il n'y a pas de prolongation vue. Peut-être, mais si on l'annonce, on l'annoncera à la fin de la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Merci de votre accueil. Massimo Gargia, c'est l'incarnation de la jet set. Luxe, beauté, insouciance et savoir-faire. Ce n'est pas si facile de devenir l'ami des stars, des princes et des princesses. La concurrence est rude pour accéder aux cercles les plus sélects. Pour vous qui en rêvez, Massimo Gargia a écrit Le Guide du millionnaire, paru chez Fabre, où il dévoile tous les usages, codes, petits trucs pour vous asseoir à la table des grands sans en avoir les moyens. Il fut un temps où vous auriez pu croiser Greta Garbo, la divine que Massimo Gargia a eu le privilège et le bonheur de compter au nombre de ses conquêtes avec la princesse Soraya ou Françoise Sagan, excusez du peu. Greta Garbo fut l'une des femmes les plus adulées et les plus secrètes, résumée par cette tirade célèbre « I want to be alone », je veux être seul. Je compte sur Massimo Gargia pour aller au-delà de cette solitude et de ce secret pour nous. Massimo. La presse s'est très souvent trompée sur les débuts de la carrière de Greta Garbo parce qu'ils ont dit qu'elle s'était trouvée par hasard dans les milieux du cinéma. En effet, depuis enfant, elle rêvait du théâtre, elle jouait avec son frère et sa sœur. Elle avait quitté son travail dans les grands magasins de Stockholm dans lesquels elle vendait des chapeaux. Elle avait fait l'école dramatique de Stockholm. Et là qu'elle a été remarquée par le grand metteur en scène suédois, Stiller, qui a compris tout de suite qu'elle avait un visage extraordinaire. Et il lui avait donné le rôle principal dans la légende de Ghost of Berlin. Et c'est là que le président, le propriétaire de la Metro-Goldwyn-Mayer à Hollywood l'a remarqué et a fait venir Stiller et elle à Hollywood. Elle a commencé à entraîner film après film, mais elle n'est jamais entrée dans l'atmosphère du milieu de Hollywood. Elle détestait aller à les soirées, elle n'était pas gentille avec ses collègues, et Hollywood ne l'a jamais aimée. Elle est restée très froide, elle était suédoise, elle est restée attachée à son pays, elle n'aimait pas la vie d'Hollywood, la mondanité, les potins. Naturellement, les metteurs en scène la détestaient parce qu'elle voulait travailler seulement de 9h à 5h de l'après-midi. Et à 5h de l'après-midi, elle quittait les plateaux à n'importe quel moment, même si pendant une scène. Mais elle était très précise. À 9h, elle était déjà maquillée, prête, tout ça. Mais elle était très suédoise dans sa mentalité. Elle ne voulait pas travailler plus de 9h à 5h. Et pour ça, elle avait beaucoup d'ennemis à Hollywood. À part ça, elle commence à avoir son premier... au fond, elle n'était pas attirée. Elle avait tous les hommes qui lui faisaient la cour, mais elle n'était pas très attirée par les hommes au début, même dans sa jeunesse. Et elle était indifférente. La seule fois qu'elle tombe amoureuse est quand elle tourne les films avec une grande star des années 30, que c'était John Gilbert, un des hommes les plus beaux de l'époque. Et là, vraiment, et au fond, c'était le premier homme de sa vie, le grand amour. Et la carrière, après, sa carrière, à un certain moment,
Elle s'entraîne film après film. Il y a Anne Christie, Anna Karenina qu'elle a fait 2 fois, 2 remakes. Et n'importe quel film, c'était un grand succès d'argent. Jusqu'à ces films qu'elle a fait qui s'appelle La femme aux 2 visages. Ça, c'était un flop total. Alors, après ces films qui étaient un choc pour elle, du point de vue d'argent et du point de vue critique, elle arrête de faire et rentre en Suède. Elle rentre en Suède et s'aperçoit qu'en Suède, elle ne peut pas vivre. Parce que les gens sont fous d'elle, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas marcher. Là commence cette hystérie, cette dépression nerveuse d'elle qui commence à souffrir d'avoir été une grande star. Quand je l'ai connue chez Cécile de Rothschild. Elle venait de perdre l'homme qui avait vécu 14 ans avec elle, c'était un milliardaire américain qui s'appelait George Lee, qui était le mari d'une de ces histoires d'amour féminine, que c'était Valentina, c'était la grande couturière de New York. Elle avait une histoire d'amour avec elle, elle lui avait volé son mari George Lee, qui a commencé et qui a quitté sa femme pour elle, ils ont vécu 14 ans jusqu'à sa mort. Là, elle a eu le plus grand choc de sa vie parce que lui est mort. Tout d'un coup, elle avait confié à lui toutes ses économies, toutes les propriétés, des choses, parce que lui, c'était un grand homme d'affaires. Et lui est mort sans testament et la femme n'avait jamais donné de divorce. Elle a perdu presque 3/4 de ce qu'elle avait gagné dans sa vie. Et je l'ai connue 2 ans après qu'elle avait cette dépression et qu'elle avait perdu George Lee et se sentait très seule. J'avais 26 ans, elle avait 65. C'était dans l'année 66. Et avec elle a recommencé avec moi à sortir. C'était plutôt, elle n'était pas prise de moi du point de vue physique. Elle était, mais malgré j'étais pas mal à 26 ans, elle était prise du côté pour elle voulait sortir avec moi, reprendre la vie. Elle m'a aimé parce que je ne lui parlais jamais de son passé. Voilà, elle détestait son passé célébrité. C'était une espèce de névrose. Et elle détestait aussi la publicité, les photographes et tout ça. Et en effet, je n'ai pas résisté. Et une fois, j'ai appelé les photographes. Elle m'a dit, you got me once, you never get me. Tu m'as attrapé une fois, tu ne m'auras jamais plus. Et après cette fois, elle n'a jamais plus voulu me voir. Et j'étais très triste, surtout de ne pas avoir la possibilité de m'excuser, de faire la paix et à vivre voix avec elle. Et après, elle a attrapé à New York une pneumonie très grave. Elle a été hospitalisée. Quand elle était à l'hôpital, je savais déjà qu'elle allait mourir. Voilà. Écoutez, Massimo Garza, moi j'espère qu'après cette passion que vous venez d'exprimer... Ce n'était pas une passion. Non, vraiment, mais en tout cas, cette passion ce soir, j'espère que... Greta Garbo est un peu moins fâchée avec vous et vous pardonne un peu plus. On l'espère aussi tous. Patrick Poivre d'Arvor, c'est le 20h de TF1 depuis pas loin de 20 ans. Autant dire qu'on sait tout de lui, de son activité professionnelle et de sa vie privée, de ses malheurs et de ses bonheurs. Pourtant, il reste peut-être un domaine qui n'a pas été entièrement exploré, ses engagements. Dans son dernier livre, Aimer c'est agir, mes engagements chez Fayard, il met en lumière dans sa carrière de journaliste toutes les fois où il a pu faire bouger les choses. Dans son journal intime, il nous parle de son extrême proximité avec son frère Olivier et de l'importance qu'a pour lui la littérature. Justement Patrick, j'ai cru lire que tu pourrais arrêter ton émission Vol de nuit. Ce serait dommage. Alors, s'il te plaît, prends ici l'engagement de continuer. Je me suis souvent vu, depuis que je suis petit garçon d'ailleurs, en spectateur de moi-même. C'est vrai que j'ai souvent cette idée d'être sur un balcon et de voir les gens passer et dans les gens, il y a moi. Et alors là, depuis, ça s'est évidemment beaucoup accentué par le fait que derrière moi, il y a toujours une cohorte de pseudos, de marionnettes, je ne me reconnais que très rarement dans tel ou tel papier qui m'est consacré. Et je me dis, c'est bizarre, il parle de quelqu'un d'autre. Voilà.
Puis quelqu'un d'autre, parfois il a des initiales, parfois il a des... voilà, il est représenté avec des photos, toutes choses qui me sont étrangères. Bah, c'est vrai que quand j'étais très rêveur, très contemplatif, les gens, les amis de mes parents, par exemple, se demandaient ce qu'on allait faire de ce petit garçon qui disait rien, qui regardait, alors que ma sœur était très vive, elle dansait sur les tables, elle était rigolote. En fait, moi, je me suis construit mon imaginaire à ce moment-là, sans doute. J'avais toujours cette interrogation par rapport au courage. Je crois que beaucoup d'enfants ont cette interrogation. Est-ce que je serais courageux ? Et donc, je m'obligeais finalement à faire beaucoup de défis, d'épreuves, tout ça, pour pouvoir réussir à les vaincre, et donc à vaincre ma timidité et mes complexes. Mais j'aimais lire les guerres napoléoniennes, Napoléon Bonaparte au lycée militaire de Brienne. Voilà, j'imaginais des destins comme ça. Mais en même temps, c'est tout à fait ridicule de dire que je voulais être. Non, j'imaginais. Pour moi, c'était bien, c'était mieux que de vivre comme on me proposait de vivre ou comme vivaient un certain nombre de mes voisins. Je me suis beaucoup réfugié dans la Compagnie des livres, ça c'était très important, ça c'est incontestablement, puisque je n'avais pas d'amis et j'étais très sauvage, ce sont les livres qui ont été mes amis et les héros de ces livres. Là, évidemment, ça a été très important. Et peut-être que d'une certaine façon, à ce moment-là, j'ai rêvé ma vie. Et après, tout le reste me paraît étrange, quoi. J'aime bien cette distance, d'ailleurs. Pour l'instant, je vis encore assez bien dans cette schizophrénie-là. Si j'ai cette proximité avec mon frère, Olivier, qui pourtant a 11 ans de différence avec moi, il est de 11 ans mon cadet, c'est sans doute parce que j'avais pas d'amis et que lui est devenu mon meilleur ami. Plus que mon frère, c'est devenu mon meilleur ami. Quand on écrit ensemble, lui met trop de points d'exclamation à mon goût et moi je mets trop de points de suspension à son goût. Vous voyez, donc ça c'est une grosse divergence, énorme divergence. Pour le reste, non, je crois qu'on a le même désir de foncer, de la même audace. Rien ne nous fait peur. On se parle la nuit, on ne dort pas plus l'un que l'autre, on est vraiment branchés. Nos deux énergies sont branchées l'une à l'autre. Et quand il y en a un qui a un coup de pompe, ce qui peut arriver, hein, ou un coup de chauffe, parce qu'il a beaucoup de choses dans sa vie, dans son actualité, il sait que l'autre est là. Et ça, c'est très important. C'est formidable d'avoir au fond une bouée de secours à tout moment. Alors, aimer c'est agir, c'est une phrase de Victor Hugo. Et c'est pas par hasard que je l'ai choisi. D'abord parce que je considère en effet que l'action passe par l'amour, d'une certaine façon. Et deuxièmement parce que j'aime Victor Hugo. J'aime Victor Hugo, j'aime cette idée du type qui est tout le temps partout, à la fois, sur le champ de l'amour, sur le champ politique, sur le champ littéraire, théâtral. J'adore la place des Vosges, par exemple. J'adore cet endroit. Je l'imagine sortant de chez lui, de chez sa compagne, allant dans des barricades, parce que j'ai vu ces comptes rendus, lui face aux manifestants, certains même le mettant en joue, et lui courageux, continuant, etc. Puis après allant au Sénat, pas très loin de là, pas très loin de la rue de Condé, se retrouvant comme ça, pair de France, sénateur. J'aime ça. Et par ailleurs, écrivant des chefs-d'œuvre. Mais c'est magnifique. C'est une vie superbe. J'adore ce que me donne mon métier, c'est-à-dire la liberté, l'indépendance. C'est pour ça que j'ai ce rapport un petit peu difficile avec la politique. Et puis, j'aime pas l'idée de penser comme le camp. Ça, c'est une chose qui m'est insupportable. Le camp, par nature, ne pense pas toujours bien. Il peut dire des bêtises. Et moi, tout de suite, je m'inscrirais en faux et je dirais non, je ne marche pas. Donc, je ne serais pas un super bon soutien. Deuxièmement, j'aime pas l'idée des moutonniers. Il faut penser ça, il faut le noir, le blanc, le bien, le mal, le manichéisme, j'ai horreur de ça.
Et l'embrigadement m'est insupportable. Je pense qu'il y a des gens qui pensent bien à gauche, il y a des gens qui pensent bien à droite aussi. Je n'ai jamais dit qu'il y avait les méchants et les mauvais, qu'ils étaient dans un camp plutôt qu'un autre. Et j'espère que beaucoup de gens le pensent au fond d'eux-mêmes. Ce soir, notre performance sera assurée par Charlotte de Turckheim qui chahute au bar pour son spectacle. Ça va nettement mieux au Théâtre de la Madeleine du 2 au 30 juin. Et également, vous pouvez retrouver Charlotte de Turckheim dans Les Aristos. C'est dans les bacs actuellement où vous allez retrouver Madame la Baronne. Bonsoir. 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 Alors, on va parler de ce spectacle. Ça va nettement mieux. Mise en scène donc de Catherine Osmalin. Osmalin, voilà. Mais ce spectacle est déjà lui-même la suite de votre précédent spectacle. Voilà. Alors toujours sur le mal, les adolescents. Voilà, mais alors ça s'appelait On m'a pas prévenu, oui. Et maintenant, quand même, au bout de 2 ans, ça s'appelle Ça va nettement mieux. Ce qui prouve que la thérapie, ça fonctionne. Donc il s'agit d'une thérapie en fait, c'est essayer de savoir comment se débrouiller. Je dirais plus que ça se fait des trucs un peu défoulatoires. Parce que ce qui m'a amusé, c'est qu'au bout de 2 ans en province, en fait, tous les gens qui venaient voir le spectacle, c'est pour ça qu'il s'est transformé, les gens parlaient tout seuls, tellement ils étaient concernés en fait, par à la fois cette espèce de coup de gueule que je pique sans arrêt dans le spectacle à travers tous ces personnages, à travers les ados, etc. Alors on va voir les personnages. Alors si je comprends bien, vous avez inventé le spectacle participatif. Exactement, c'est exactement ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on trouve? Alors vous parlez des ados, je vois qu'on trouve des ados, c'est pas facile à élever les ados. Hein. Non, c'est pas facile à élever les ados, et alors donc... ça donne quoi les vôtres, là, vos ados? Non mais les ados, ce qui se passe, c'est que c'est assez curieux, les ados, parce que... ils parlent, ce sont des enfants qui parlent, et puis un jour, ils ne parlent plus. Ils disent plus un mot et ils se mettent à puer des pieds. En général, ça va ensemble. Et alors, ils parlent plus, ils disent une phrase par jour, et en général pas très aimable, dans le genre « Maman, quand tu viens me chercher au collège, tu peux ne pas descendre de la bagnole, s'il te plaît ?» Oui, très bien. Et puis, il y a des blagues d'ados qui ne font pas tellement rire les adultes, mais eux qui les font super marrer. Alors, il y en a une qui est très à la mode en ce moment, c'est « Tu sais ce que c'est? 2 trous dans un trou, mon nez dans ton cul. » Ben voilà. Et ça fait rire. Alors ça les fait mourir de rire. D'accord. Alors il y a aussi les copines. Il y a une brochette de 3 copines. Oui, c'est 3 copines. Alors, celle que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Annabelle. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un personnage totalement politiquement incorrect. Sylvie qui n'a pas de cerveau, pas de conscience, pas de morale. Elle s'en fout de ce qui se passe. Elle se dit qu'on a 80 ans au mieux à passer sur Terre. Donc le mieux, c'est de le passer en se faisant le moins chier possible. Donc, par exemple, elle est standardiste au Front National. Alors, quand on lui dit, mais enfin, c'est pas plus de dire, oh, ça va les filles, c'est juste un travail, c'est bon, faut pas se prendre la tête. Ah, puis franchement, quand on commence à trop l'engueuler, parce que c'est pas possible de travailler, elle dit, bon, ben ça va, écoutez, voilà, de toute façon, j'ai trouvé un autre boulot dans une boîte extra que vous connaissez pas, vous pourrez rien me dire. On dit, c'est très bien, elle s'appelle comment cette boîte? Clearstream. Puis elle s'en fout, puis tout va très bien pour elle. Qu'est-ce que vous avez comme autre copine? Je crois que vous aviez une gauchisante très engagée. Alors, j'avais une gauchisante très engagée que j'ai toujours, qui est encore plus engagée, et qui en plus est très donneuse de leçons et qui a une technique pour tout. Alors entre autres, elle a une technique, cela dit, qui marche vachement bien, qui est comment séduire un mec. Alors pour tester un mec, écoutez-moi bien. Vous allez l'écouter bien. Il faut mettre sa main comme ça. Être légèrement, là ça tombe bien parce que je suis légèrement en dessous de vous. Voilà. Donc il faut être légèrement en dessous du mec, comme ça, mettre la main comme ça, faire son regard de biche, comme ça, et si possible, un petit peu se caresser le cou. Et il faut surtout bien écouter ce que dit le mec et se passionner pour ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit te passionne, d'accord? D'accord, oui. Il te parle de sa tondeuse à gazon, c'est le truc le plus passionnant que tu aies jamais entendu. Là, tu fais 2 hauteurs de coupe. Oh, mais c'est génial. Elle fait aussi les bordures. Oh, mais vous êtes génial. Et c'est vrai que ça marche avec tous. Alors, vous aviez envie, je crois, de nous parler, nous montrer de quelques... Ah oui, non. Je vous ai amené des modes d'emploi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'acheter un appareil
et d'avoir un mode d'emploi qui, en fait, on sent que ça a été traduit en 10 langues, de finlandais, voilà. Tu vois le délire? Et on comprend rien à l'appareil qu'on a acheté. Donc, je vous ai trouvé un truc qui s'appelle le mini-broyeur. Alors, je vous donne le mode d'emploi du mini-broyeur. Ce mini-broyeur à percussion carrée, qui désormais est votre mini-broyeur à percussion carrée, c'est le choix récompensé. Car il permet de colossales corvées, mais plus laborieuses dans un temps raccourci. Alors maintenant, je vous donne le fonctionnement du mini-broyeur. Le fonctionnement du mini-broyeur, d'une extrême gentillesse, apparaîtra entièrement dans la notice qu'il faut lire intérieurement pour vous comprendre. Cette notice est translatée par des interprètes qualifiés dans les 8 langues afin de mieux résoudre aux réponses que vous vous donnez. Ne dégrafez pas par la négligence pour si peu, mais avec le plan, entre parenthèses, figure 5. Nous vous souhaitons une grande absence d'accidents et du fonctionnement. Pas mal, joli. Bon, en tout cas, on a compris qu'il faut aller voir Charlotte de Turckheim dans Ça va nettement mieux et que vous avez la possibilité, alors c'est au Théâtre de la Madeleine, d'agrémenter le spectacle de Charlotte de Turckheim. Quant à et du coup, je ne vous dis pas, je leur dis pas comment parce qu'ils vont voir, mais il y a des choses qui se passent aussi avec le public et qui m'ont moi beaucoup surprise. Bon, bien écoutez. Je ne vous dis pas quoi. Voilà, ne vous dites pas quoi. On va découvrir. En tout cas, merci. Merci. Voilà, c'était Café Picouli. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'émission sur France5.fr pendant toute la semaine. Et juste après nous, c'est Arnaud Poivre d'Arvor qui nous présente ses dossiers chez Fer. Voilà, quant à nous, la semaine prochaine, vendredi, à la même heure. Il est où, Picouli ?